Nous allons parler d'innovation dans le champ des seniors, mais même au-delà, avec notre invité qui est spécialisé sur l'innovation au sens général, vous allez voir, Valérie Vuillemot, qui dirige Endeavor Développement. Merci. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric. Je commençais déjà à te dire merci, ça c'est pour la fin. Peut-être te présenter, si ton parcours est très important, puis pré-présenter Endeavor Développement. Les entreprises et les acteurs de la silver economy font face à un enjeu multiple, hein, RH, réglementaire, financier, écologique. Et donc, je suis Valérie Vuillemot, je dirige le cabinet Endeavor Développement de France et nous aidons les organisations à se transformer, à innover, à créer de la valeur durable, responsable en conciliant alors la performance économique, les personnes et la planète. Donc notre offre, elle est à la fois stratégique, mais aussi pragmatique, hein, de l'audit à la mise en œuvre opérationnelle. Donc j'ai une expérience opérationnelle, donc de direction et d'opération, hein, dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la prévention santé et de l'industrie de l'habitat. Aussi, naturellement, hein, par l'analyse stratégique, à l'époque, dans les années 90-2000, des tendances démographiques de l'Europe en particulier, j'ai tout naturellement, et puis aussi par mon histoire personnelle, je me suis intéressée à la question du vieillissement et des enjeux qu'il apportait. Et donc, en créant des innovations de rupture à l'époque, hein, donc, que ça soit chez Seb, avec la première friteuse sans huile, sous l'égide du professeur Cabrol et du docteur Recchia pour les personnes avec des risques d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Et puis, dans un deuxième temps, quand j'ai repris la direction de Dijon Céréales Meunerie, le développement avec Vitagora et le Gérontopole à l'époque, hein, sous la présidence du professeur Pfitzenmeyer, auquel je rends hommage aujourd'hui, la mise en marché du pain Génutrition pour lutter contre la dénutrition de la personne âgée. Super, on commence par le pain. À l'époque, on appelait ça le pain senior. Il y avait l'image du pain senior. Parce que ça, c'est une réussite. Peut-être expliquer où vous avez démarré, puis directement là où on est arrivé, puis après on peut détailler si tu veux. Tout à fait. Alors moi, je suis arrivée, donc c'était bien le pain senior, hein, qui avait été développé par le groupe coopératif Dijon Céréales, que moi j'ai rejoint en 2012. Et donc le projet avait été initié dès 2006. Et même en amont, hein, il y avait déjà eu des études par le professeur Psisselmeyer, Gérontopole, que d'ailleurs je connaissais par mon histoire personnelle parce qu'il avait soigné ma grand-mère à 94 ans de la cataracte. C'est un des tout premiers projets de Vitagora, soutenu fortement par son président, Monsieur Pierre Guèze. Et donc, moi, je suis arrivée donc, à l'époque, dans les années, donc il y a eu un long travail de recherche et de développement, hein, parce que la question de la sarcopénie, de la fonte musculaire, de la dénutrition de la personne âgée était un sujet très avant-gardiste à cette époque. Alors, tout du moins, non pas pour la communauté scientifique, hein, mais pour le plus grand public. Et donc, il y a un travail d'études cliniques, hein, qui a été engagé avec le CHU de Dijon, avec les équipes, hein, du CHU, et également le professeur François, professeur Alaerte, qui dirigeait à l'époque CEN Nutriments. Et donc, j'ai rejoint Dijon Céréales Meunerie en 2012. Et à l'époque, se posait la question, finalement, on avait une super idée, un peu le techno-push à la française, hein. On a des ingénieurs, des chercheurs formidables, mais avec une difficulté de mise en marché. Et donc, je C'est vrai suis que arrivée. l'idée était déjà sur le sujet de la dénutrition, c'était celle-ci. C'était l'idée déjà. Ou Ah, c'était, on a dès un le produit, qu'est-ce qu'on peut en faire? dès le début, la question avait été posée, puisque c'était les tout débuts, hein, en fait, c'était l'égide de la collaboration entre la recherche publique, la recherche privée avec Vitagora, hein, qui était à l'initiative de cette dynamique de croisement, en fait. Et très, très vite, hein, dès le début du projet, la question avait été posée de lutter contre de prévenir la dénutrition de la personne âgée, en particulier la prévention de la fonte musculaire, en fait. Voilà, donc Et, ça, et- c'était un des et à premiers. l'époque, vous saviez que vous alliez pouvoir le faire avec un pain? Alors, Alors, les amis qui la nous écoutent, un question, pain, ça.
La C'est question. un peu spécifique quand même, mais vous aviez l'idée que c'était possible ou il y avait des doutes? Alors, c'est l'objet de Vitagora, hein, de ces pôles de compétitivité, hein, comme on l'a fait ensuite pour la friteuse, c'est de croiser en fait les expertises métiers, de décloisonner, hein, comme on dit, de désiloter les expertises métiers. Et donc, l'approche protéine, on va dire protéine végétale, a été une donnée prise très, très en amont dans le projet. Après, la capacité à démontrer l'efficacité, etc., bien sûr qu'il a fallu des études cliniques, hein, un projet de développement qui a été soutenu par la recherche, qui a été brillamment animé en interdisciplinaire par le pôle de compétitivité Vitagora, et puis des équipes pluridisciplinaires. Donc, la recherche, au départ, on ne sait pas si on va réussir. Tout le projet et l'enjeu de l'accompagnement de la recherche, c'est de dérisquer et donc d'avoir des méthodes, comment dirais-je, de pilotage pour, euh, pour identifier les risques et ensuite avoir des processus qui permettent de dérisquer ce processus. Parce que maintenant, bah, depuis plusieurs années, quand je dis que c'est une réussite, dans le sens que ce pain est vendu en pharmacie, si j'ai bien compris, entre autres, et il est remboursé par la Sécu. Alors, c'est une réussite parce qu'à la fois, on a réussi techniquement, scientifiquement, médicalement également, mais aussi parce qu'on a réussi commercialement. Et ça, c'est souvent le volet qu'on a. Quand je suis arrivée en 2012 chez Dijon Céréales, c'était tout l'enjeu, c'est-à-dire que la preuve scientifique avait été faite, mais il y avait une incompatibilité à la fois sur le modèle d'affaires, hein, donc la dimension économique, la dimension aussi d'approvisionnement, hein, quelle matière on va pouvoir sécuriser dans l'approvisionnement, et puis surtout la mise en marché. Comment on va pouvoir mettre en marché un produit qui n'existe pas en fait, hein, ce qu'on appelle l'océan bleu en fait dans ce type d'innovation. Et souvent en France, on est très très fort. Hein, je travaille beaucoup avec INRAE Transfer. On a des chercheurs très en avance de phase sur plein de sujets au niveau technologique, mais parfois on a du mal à rencontrer le marché, comment dirais-je, à créer les ponts pour accéder au marché. Donc quand je suis arrivée chez Dijon Céral Meunerie, c'est tout le travail que j'ai accompli avec les équipes, de dire bah, comment finalement cette innovation, cette idée révolutionnaire, on va pouvoir la mettre en œuvre. Et c'est là où avec le professeur Alaert, et le docteur Rekia également, et Madame Guylaine Alajoanine également, qui m'accompagnait dès cette époque, on a réfléchi finalement à comment on va pouvoir aider, définir la cartographie finalement des parties prenantes. Donc il y avait bien sûr l'hôpital, la clinique, mais il y avait aussi tout ce qu'on appelait à l'époque moins communément les aidants, hein, terme bien connu aujourd'hui par le grand public. Et donc, parce que le prix d'accès au marché de ce produit, le prix de revient, ne permettait pas de le vendre comme on le vendait traditionnellement, en fait. Donc, il fallait réfléchir à de nouveaux Oui, modèles parce qu'en fait, si économiques. je me souviens bien, il y a un moment donné, l'idée, c'était de le vendre dans les boulangeries. Alors, il y a eu beaucoup d'évaluations, effectivement, de modèles d'affaires, en fait, hein, puisque classiquement, moi, j'arrivais, je dirigeais un moulin, et donc, ben, les moulins, on vendait de la farine aux boulangers. Et donc, c'est un modèle économique, effectivement, que nous avions envisagé à l'époque et qui aurait été possible, mais qui se heurtait aussi, parce que l'innovation, elle se heurte à des habitudes aussi, hein, comment dirais-je, à des réflexes aussi, et puis à des contextes socio-culturels qu'il faut également intégrer. Donc, c'est une voie que nous avions effectivement envisagée alors et qui n'a, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue, comment dirais-je, de mise en opération, puisqu'il y avait quand même des contraintes de production, hein, parce que l'innovation, ce n'est pas seulement l'idée, la R&D, mais c'est aussi ce qu'on appelle, entre guillemets, l'industrialisation, de pouvoir, comment dirais-je, on dit en anglais, scaler, hein, mettre à grande échelle, en fait, une solution pour la rendre accessible au plus grand nombre. Et donc, il y avait des questions de reproductibilité qui se posaient par cette voie de commercialisation. Euh, comment est née l'idée de se dire, tiens, on va essayer de le faire rembourser par la prise en charge par la Sécu? Comment est-ce que ça vient? Parce qu'en fait, c'est quand même, moi, ça me paraît quand même énorme comme idée. C'est-à-dire,
On se dit, oula, derrière, il va falloir prouver à la sécurité sociale que ça fonctionne. Enfin, ça me paraît énorme. Comment est-ce que l'idée arrive? Alors, moi, je travaillais déjà, j'avais beaucoup travaillé préalablement dans mon parcours précédent. J'étais sportive de haut niveau. Et donc, j'avais travaillé beaucoup la micronutrition, la nutrition adaptée à la personnalisation de chacun, et donc travailler des modèles économiques. Dans les années 90-2000, on commence à intégrer la question de la nutrition comme un outil de prévention, finalement, au bien vieillir. Et donc, c'est en travaillant avec ces groupes collectifs, on va dire, hein, à la fois par des professionnels, mais également avec des spécialistes. À l'époque, le professeur Alaert, hein, qui dirigeait CEN Nutriments, travaillait avec les laboratoires pharmaceutiques et les laboratoires de compléments alimentaires. Et donc, c'est ce travail interdisciplinaire, en fait, hein, que permettaient les pôles, hein, à l'époque le Gérontopôle, mais aussi Vitagora, de mise en connexion. Donc, c'est grâce à cette mise en connexion qu'on a commencé à se dire, bah, finalement, c'est peut-être possible, tout simplement, et à imaginer ce modèle à la fois économique, ce modèle aussi industriel, parce qu'il imposait aussi une contrainte technique qu'on n'avait pas du tout imaginée à l'époque, qui était la DLC, hein, la date limite de consommation, puisque finalement, on allongeait le circuit de distribution et donc ça nous mettait une contrainte de fabrication supplémentaire. Donc voilà comment est arrivée l'idée, c'est par la rencontre, par la difficulté aussi, hein, parce que comme on dit en innovation, soit on réussit, soit on apprend. Donc essayer, ben, c'est aussi apprendre et donc d'explorer de nouvelles voies. Et donc ben, cette voie avec la bonne méthodologie, donc travailler avec des experts également donc, de ce réseau-là. Et puis surtout en interrogeant par l'interview, ça c'est, je trouve, un des grands apprentissages de la Silver Valley, hein. À l'époque, je travaillais aussi, le pôle Silver Valley se mettait en place sur Paris. Ils avaient mis en place des groupes d'écoute des seniors, donc d'écouter, et c'est comme ça aussi qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait, les aidants étaient prêts à s'engager plus s'il y avait une solution nutritionnellement bonne en plus, hein, parce que le pain, non seulement il rendait un service médical, mais avant tout, la personne se faisait plaisir à manger le pain, en fait. Tous les matins, c'était le bonheur, quoi. Et là, les aidants étaient très sensibles à ce discours-là, en fait. Mais à l'époque, ouais, on va continuer. Ensuite, comment s'est passé les étapes? Comment se sont passées les étapes pour arriver au remboursement ou à la prise en charge? Après, ça a été très long, hein. Moi, j'ai quitté le groupe ensuite. Les équipes ont repris la finalisation du dossier. Il y a une mise en place ben, d'un processus en fait réglementaire, hein, qu'il faut respecter avec des étapes de dossier, de criticité, d'enjeux réglementaires à respecter pour respecter ce calendrier. Entre l'idée et la commercialisation, il y a eu combien d'années? C'est c'est un projet avant-gardiste, donc ça a été très long. C'est vrai, ma question derrière, c'est est-ce qu'un groupe comme Dijon Céréales laisse le temps en fait. Il y a quand même de dire ok, on laisse le temps à un projet de voir s'il va réussir. C'est quand même un pari ça. Alors, c'est une excellente question. Je te remercie infiniment, Frédéric, de la poser parce qu'elle est au cœur, en fait, de la transformation des organisations. Et souvent, il y a deux voies. C'est soit on le fait par contrainte, donc du coup, ben, l'innovation est la solution. Et là, dans ce cas-là, je trouve il y a un enjeu qui est la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance a rendu cela possible dans le temps long. Et donc, le mode coopératif et la gouvernance coopérative le permet, d'autres gouvernances le permettent. Et il y avait un engagement de la direction et du conseil d'administration. Moi, je tiens à le préciser parce que ce n'est pas juste le directeur. Je pense que c'est l'engagement également d'une gouvernance complète dans cette voie-là. Donc oui, c'est rendu possible parce que la gouvernance le rend possible, parce qu'aussi, je dirais on a appris aussi à chaque étape. Je crois que c'est aussi
cette expérience, on peut ne pas réussir du premier coup cette solution-là, mais du coup, elle a permis de faire des petits, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je dirigeais les minoteries, hein, mais du coup, cette innovation-là, on l'a déployée en boulangerie autrement, avec un autre registre, pivoté, comme on dit dans les startups. Donc, il y a un effet indirect si on le pilote et qu'on l'organise bien. Hein, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est de l'argent à fond perdu, malheureusement. Là. C'est ce qu'on appelle les serpents de mer que je vais parfois chercher dans les armoires des entreprises dans lesquelles j'opère actuellement. Hein. Il y a parfois des serpents de mer qu'on va chercher parce que il a manqué un petit chouïa d'organisation, de mise en œuvre du collectif aussi pour aller jusqu'au bout. Donc oui, ce temps long, il est permis par la gouvernance et par un pilotage financier. Moi, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Parfois, on a du mal en France à mettre ce mot-là sur l'innovation, mais de réfléchir aussi la question de quel cash va me générer cette innovation à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc, dans ce cas précis, on a pu travailler sur des relais intermédiaires qui n'étaient pas induits directement à cette innovation-là, mais a permis d'autres innovations dans d'autres secteurs. À t'écouter, il y a un autre point qui était important, qui est revenu plusieurs fois, c'est en fait, c'est de travailler hors silo, en fait, de travailler en rencontrant les gens, en croisant les expertises, les avis, les opinions, etc. Ça, c'est le PGI et Vitagora qui ont permis en partie. Ah bah dans les années 90-2000, oui. En 2007, en 2006, quand se crée le pôle de compétitivité Vitagora, avec tous les autres pôles, hein, c'est une initiative nationale, c'est clair que ça décloisonne très très fortement les personnes, les esprits aussi, je dirais, hein, parce que on a des visions différentes sur le même sujet finalement, sur les mêmes enjeux, sur la même problématique. Et le gérontopôle, la rencontre, moi, ça m'a permis la rencontre avec de grands professeurs, de grands spécialistes, en fait, sur des questions que je ne connaissais pas alors, en fait. Bon, je les connaissais à titre personnel parce que j'étais engagée dans le monde du handicap à titre personnel et, comme je disais, du vieillissement par mon histoire. Mais d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que ça pouvait donner dans mon métier, par exemple, de l'électroménager? Quand j'étais chez Seb, on s'intéressait à la thermique, à la, à la construction, à l'induction, au plastique, mais on ne s'intéressait pas à ces questions, en fait. Donc oui, ça a permis de décloisonner la vision stratégique des entreprises pour lesquelles j'ai opéré et pour lesquelles j'opère aujourd'hui encore. Tu veux parler d'un autre projet, peut-être un projet que tu mènes, ou alors on parle du projet SEB, comme tu veux, celui que tu veux. Je pense que c'est bien de parler du présent également et du futur. Voilà, c'est ça. Mhm. Ça, c'est important parce que l'histoire construit le présent et le futur. Donc, ces méthodes d'innovation et ces démarches, je dirais, c'est une démarche et une posture. Voilà. Quand on parle d'innovation, moi je dis c'est avant tout une posture et face aux enjeux auxquels on est confronté, c'est vraiment vital. Moi, je pense que on est quand même à un tournant actuellement en Europe, hein, bien sûr, celui démographique, mais pas que. Il y a aussi les jeunes générations avec l'enjeu écologique qui est majeur, et je pense que les deux sont liés. Les deux sont nécessairement liés. Je prends deux exemples. Un premier exemple, c'est l'hygiène. Je travaille actuellement et là encore, il faut croiser les expériences et écouter le terrain, écouter ce qui se passe dans la vraie vie des opérateurs et des gens. Je suis actuellement dans une clinique privée confrontée à la réalité des difficultés organisationnelles, de recrutement et de temps hein, des soignants. Et une des composantes, c'est bien sûr la dénutrition, hein, le suivi alimentaire des personnes âgées. Et donc, au PGI, on a eu la conférence, la présentation de Foodvisor, hein, que j'ai accompagné au salon Silver Eco à Cannes cette année, où là, on voit que l'intelligence artificielle va être une aide formidable pour les aides-soignants, les infirmières, dans le suivi
alimentaire, hein, de la fiche de prise alimentaire hein, quotidienne qui prend 5 minutes par jour, par repas. Donc, autant dire qu'elles n'ont pas le temps de le faire vraiment. Et là, l'intérêt de l'intelligence artificielle et de ces solutions de start-up, hein, initiées par une entreprise locale comme Atoll, eh ben, d'aider et d'accompagner les soignants dans le suivi de la prise alimentaire. Donc ça, c'est vraiment, on voit que l'innovation, par la technologie, au service du quotidien et du pratique. Et c'est ça qui est important, je crois que c'est de remettre le service rendu devant, à l'inverse de valoriser l'IA. Bah oui, l'IA pour l'IA, c'est un moyen. Et donc ça, c'est formidable dans le PJ, dans les démarches de Silver Valley et du CHU dans lequel ce projet a été initié, bah, de pouvoir écouter le terrain, d'accompagner les solutions, d'adapter les solutions. C'est le projet qui était présenté à la journée ou c'est un autre? C'était un des projets, oui, Foodvisor, qui a été présenté de prise des repas par l'intelligence artificielle, hein, donc par une prise de photo automatique. C'est ça, ok. Donc, la capacité à voir la prise avant le repas, la prise après le repas, avec un double intérêt, c'est qu'on va pouvoir suivre à terme ce que la personne a réellement ingéré en quantité et en qualité, donc avoir un vrai suivi nutritionnel au réel, et aussi un effet induit déjà acté par l'intelligence artificielle et de la solution TreVisor que j'accompagne par ailleurs, c'est la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, on Oui. voit que cette solution dont on vante finalement la technologie, mais la technologie, c'est que la façon d'accéder, ce qui est important et là où on devrait passer plus de temps, moi je trouve, c'est le service rendu à la fois pour le soignant, hein, parce que derrière la diète, bah, ça va faciliter son travail et son suivi, le patient lui-même quand même, hein, parce que derrière, on va pouvoir lui proposer des choses bah, qu'il préfère hein, par rapport à ses besoins personnels. Et puis l'impact écologique et économique pour la clinique ou l'établissement de santé qui accompagne le patient par la réduction du gaspillage alimentaire. Donc on voit que l'innovation, alors, ça suppose beaucoup de transformation parce qu'il va falloir changer certains gestes, il va falloir changer l'organisation. Oui, Oui, mais parce qu'en fait, expliquons de manière différente, c'est qu'effectivement, il y a une photo qui est prise du repas avant qu'il soit mangé, enfin du plateau, enfin, une photo est prise après que la personne ait mangé, et après l'analyse avec l'intelligence artificielle, on arrive à savoir qu'est-ce qui a été mangé ou pas, et en en quelle quantité, quantité. voilà, en Voilà, c'est quantité et ça. en qualité, et du coup, à Voilà, pouvoir adapter les menus par la suite. c'est Voilà. ça. Ça, c'est une première application. Une deuxième application dans un registre complètement différent qui impacte la silver economy, mais pas que. Hein. Et comme tu le disais, souvent, on ne doit pas enfermer la silver economy dans un seul secteur parce qu'elle bénéficie, ces recherches bénéficient au plus grand nombre, en particulier à l'intergénérationnel. C'est le domaine de l'hygiène. Hein. On en parle beaucoup en ce moment. Alors souvent, et c'est un peu mon grand désespoir dans les médias parce qu'on l'aborde sous l'angle de la peur, hein, avec les punaises de lit. Hein. On prend les punaises de lit qu'on fait la une des médias et souvent avec des vagues, on va dire, hein, de com, entre guillemets, alors que derrière, ce sont les enjeux. Quelles conséquences ça a dans la vraie vie des gens, en fait? Et du coup, quelles solutions on peut apporter? Donc, si je prends par exemple l'hygiène et l'exemple des punaises de lit, pour prendre, mais c'est un des exemples, et c'est pas le seul, mais c'est le plus récent. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'hygiène des personnes immunodéprimées, c'est un enjeu majeur de prévention. Hein. Moi, je suis vraiment sur la thématique de la prévention santé, que ce soit par l'alimentation, la nutrition, mais aussi par tout l'environnement. Et donc la Covid bah, a remis à l'honneur les gestes hein, de prévention, bien évidemment, mais sur l'hygiène, on voit que, par exemple, sur la désinfestation, hein, en cas d'infestation et des personnes immunodéprimées en particulier, aujourd'hui, on a des solutions qui ont souvent, avec de la chimie, qui ont d'autres effets délétères, que ce soit sur la peau ou sur le système immunitaire des personnes. Donc c'est important de développer des solutions qui soient à la fois efficaces, mais qui préservent la santé des personnes immunodéprimées. Et donc moi, je travaille avec une société suisse hein, qui a développé des solutions de désinfestation, de désinfection 100% naturelles, avec de la vapeur, avec des études cliniques,
un peu à l'instar de ce qu'on a fait sur le pain G-Nutrition, en fait, hein, prouvé par des laboratoires, et donc qui permettent, avec 100% naturel, d'éradiquer, en fait, et de prévenir, surtout de prévenir, hein, parce que l'enjeu, c'est un enjeu de prévention, de prévenir. Donc, c'est une société qui s'appelle Laurastar et donc qui propose au départ, elle travaillait avec des maternités, hein, parce que bah, les tout petits bébés, hein, on va arriver dans une période où il y aura des bronchiolites, des enjeux de bronchiolite, et donc ça va être important de préserver l'environnement sanitaire des jeunes bébés. Ben, pour les personnes en fragilité, hein, les personnes de grand âge, c'est tout aussi important de les prévenir, et donc avec des gestes tout simples de désinfection, de la literie, du linge de corps, hein, ce qu'on appelle le linge de corps, hein, les chemises de nuit, la lingerie intime, les outils, tout ce qui va être mis en bouche, par exemple, également, hein, parce qu'on sait qu'on a des risques infectieux bucco-dentaires assez importants. Et donc de travailler, en fait, sur ces gestes tout simples qui ne prennent pas plus de temps et qui permettent soit à la personne, si elle est autonome, soit aux personnes aidantes, ben, de prévenir ces risques-là pour ces personnes immunodéprimées. Tu parles souvent d'écouter le terrain, en fait. Mais ça, j'allais dire, c'est évident, les entreprises le font pas. Et toi, je provoque un peu, toi, ce que je veux dire. C'est, enfin, moi, ça me paraît tellement évident que des fois, ça me gêne un peu d'en parler carrément, de le dire, mais écoutez, mais il faut quand même écouter le terrain, oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toi, tu vois que c'est pas encore assez fait par rapport à ton expérience. Alors, l'innovation, par essence, dès qu'elle est mise en marché, elle est obsolète. Mm. Donc, quand je te parle d'écouter le terrain, c'est d'être dans une écoute active, permanente, de Continue, d'accord, feedback et d'expérience. d'accord. Voilà. Et c'est cette logique-là parce qu'on n'a jamais. Je pense que l'innovation, c'est aussi une école de l'humilité. C'est une grande école de l'humilité parce qu'il y a tellement de facteurs qui bougent. Chaque personne, et surtout dans le domaine de la prévention de la santé, où il y a un besoin d'individualisation qui est maximal. Donc, c'est dans cette logique de feedback, de retour d'expérience, euh, et puis d'écoute également des parties prenantes de l'environnement. Là, on est en train de mettre en place au niveau de l'Europe, et donc on est spécialisé sur cette partie, la CSRD, hein, la double matérialité, donc les risques financiers, mais aussi l'impact environnemental. C'est cette écoute-là aussi dont je veux parler, les parties prenantes qui sont autour de la personne qui utilise le produit, en fait. Je te Euh, donne un exemple. On parle des protéines végétales ou les biosourcés. Est-ce que le sourcing qu'on a imaginé dans les produits de demain en alternative végétale, on est certain que l'agriculture permettra de le produire dans des schémas écologiques satisfaisants à 10 ans? Voilà. Quand je parle de cette écoute, c'est aussi cette écoute à court terme, mais aussi prospective. C'est ce double niveau d'écoute. pour finir, des conseils pour une démarche d'innovation. Ne pas rester seul, être accompagné. Je crois que ça, c'est très important. Ensemble, on va plus loin. Et l'innovation, elle est. J'ai toujours hésité entre innovation et progrès, hein, et les temps qui sont actuels nous interrogent encore plus sur notre responsabilité par rapport à ce mot innovation. Et je crois que cette dimension du collaboratif et du faire ensemble est encore plus prééminente. Le deuxième point, c'est de la méthodologie. L'innovation et la stratégie, c'est une science. C'est une science, c'est un art aussi, mais c'est aussi une science avec des méthodes, des outils qui se réinventent, hein. Ils sont eux-mêmes comme une science avec la question du doute permanent et de la réinterrogation de leur efficacité, de leur utilité et du sens qu'ils apportent au bien commun. Merci Valérie Huyemo. Je rappelle que tu es directrice de Endeavor Développement France. Merci beaucoup.
Merci Frédéric et merci au PGI pour cette formidable journée qui était vraiment remarquablement organisée. On Merci. remercie Catherine et Juliette et toutes les équipes. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.